Sunday Night Production. Le craquage de Remco, la surdomination de la Jumbo-Visma et les adieux de Van Vleuten. C'est parti pour l'actu full gaz pour ne rien rater à ce qui se passe dans le monde du vélo. L'actu full gaz, retrouvez toute l'actualité du cyclisme avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast l'actu full gaz présenté par LTDG depuis Lille. Bon alors Grégorito, tu rentres du Canada, tu étais sur les classiques de Québec et Montréal pour couvrir l'événement. Je te découvre avec ton nouveau mulet. Déjà comment ça va, t'es pas trop jet lag? Ça va, si pour tout vous dire, je viens d'arriver, je suis parti lundi à 18h, si vous voulez l'équivalent, et là on est le mardi matin à 11h et je viens à peine de rentrer du Canada, donc j'ai pas eu de nuit en fait, il y a eu 6 heures d'avion, ensuite on a attendu le train pendant 2 heures, et là j'étais dans le train, j'étais dans le même wagon qu'Ala Philippe et Marion Rousse, on a bien discuté, et je viens d'arriver, et là on lance directement le podcast et on va parler de l'actu. Ouais, ça va être sympa, tu pourras nous raconter tout ça. Je crois que tu t'as fait un épisode, un podcast. Ouais, j'ai pas envie de tout raconter parce qu'effectivement on va faire un podcast un peu inside et un hors-série sur tout ce qui s'est passé au Canada. J'ai plein de choses à vous raconter. C'était une expérience inédite, avec vraiment inédite quoi. J'ai plein de trucs à te raconter mais je te les raconterai dans le podcast. Allez, j'ai hâte d'écouter cet épisode, hâte que tu le montes. Et d'ailleurs, je te propose qu'on passe au résultat en deux spi, puisqu'en plus cette semaine il y avait du coup les classiques de Québec et Montréal au Canada, 2 classiques World Tour. Et on a eu des beaux vainqueurs avec sur la classique de Québec, Arnaud Delis, t'y étais. Ouais, j'étais sur la ligne, moi, Arnaud c'est un buffle, hein. Pour l'avoir rencontré du coup, ouais, c'est un énorme buffle, la puissance qu'il dégage ce mec, il a 21 ans, on a le même âge, j'ai l'impression qu'il a 3 ans de plus que moi, il met une tête, il a des bras, c'est mes mollets, il est ultra puissant, et franchement le sprint final, quand tu vois comment il déborde dans le final, tu vois Corbin Strong et Matthews en fait, et d'un coup tu vois Arnaud Delis qui sort derrière, il écrase tout. Le taureau. Et après, derrière la ligne, j'étais avec les photographes et tu voyais sa tête qui était toute déformée, il gueulait comme ça. Un sprinter, Ouais, un gazier. un buffle, mais ouais, c'est sacré Arnaud, ouais. Le sacré Arnaud, hâte que tu nous racontes tout ça dans le podcast du coup spécial un peu hors série, qui va être bien sympa à suivre ton Tu aventure. vois, dédicace à Mathieu aussi, lui, je crois que ça fait sur les 5 dernières éditions là-bas qui fait podium. Costaud le gazier. Ouais, genre vraiment, il a fait tout. Je crois qu'il a fait 2 fois premier, 2 fois deuxième, 2 fois troisième. Ouais, énorme. Et ensuite, il y a eu le GP de Montréal aussi. Le Là, GP, je vais t'aller dire, il y a eu le GP Explorer Ah, aussi. Ouais, le GP Explorer aussi, petite dédicace au frérot Scusi. Pas du tout. C'est pas ton frérot. Qu'est-ce que tu racontes? Non, le GP de Montréal qui a été gagné par Adam Yates devant un Français, Pavel Sivakov. Alors, je t'avoue que j'ai pas vu, parce que j'étais plus tourné Vuelta moi avec Eurosport. Tu peux me raconter? Je t'avoue que, comme d'habitude, sur le terrain, non, si, j'ai bien vu. Moi, j'étais vraiment sur la course. C'est une course qui a commencé un peu bizarre. Il y a eu un énorme déluge au début. Pour tout te dire, tellement il pleuvait, tu sais. Nous, on fait les montages sur le téléphone. Et tellement il pleuvait à grosses gouttes, je pouvais pas faire les montages. Donc, j'ai pris toutes les images. Et après, je suis allé les mettre en salle de presse avant que ça sorte. Mais je suis monté dans la voiture du directeur sportif d'AG2R avant de partir. Et c'était vraiment drôle parce qu'il y avait tous les gars de. Genre Benoît Cosnefroy, par exemple, qui m'a vanné, qui me fait quoi, j'aimerais bien être TikToker ou Instagrammeur à ce moment-là, créateur de contenu, comme ça je vais mettre dans la voiture au show. Aurélien Paré-Peintre qui lançait des saucisses en mode vas-y, moi, si le DS il a dit 45 minutes de pluie, si dans 46 minutes il pleut encore, je pose le vélo et je rentre. Enfin bref, non, c'était vraiment chouette. Du coup, gros numéro de Florian Vermèche qui s'est mis tout seul devant, un peu bizarre, du coup personne ne voulait faire la course. Je pense que le revêtement est pas top là-bas. Il y avait pas mal de bandes blanches, des sacs urbains, il voulait pas, à mon avis, prendre énormément de risques. Et dans le final, dans la côte de Polytechnique, Pavel Sivakov, bonne école. Très bonne époque, je pense que c'est la côte parce qu'il y a l'école à côté. Okay. Il y a un gros. Je voulais faire une vanne et en fait c'était. Non, mais vraiment, il y a un gros campus à côté, donc je pense que c'est Polytechnique. J'ai pas eu le temps d'aller voir et j'avais pas le niveau non plus. Et du coup, Sivakov et Adam Yates, ils sont sortis. Et après, je les ai vus passer. Et je me suis dit, bon, bah voilà, il va se faire tuer. Et c'est vrai qu'on en parlait avec des journalistes là sur la ligne, avec une journaliste, Tienieke, une journaliste belge. Et elle me disait, c'est vrai, quand Adam Yates il déborde et il met en 3 coups de pédale, il met 2 vélos à Sivakov. Ah wow, magnifique. Bon superbe classique, on a hâte de suivre ça. Aussi rejoignez-nous sur nos Instagram et TikTok, LTDG Cycling, parce qu'on a fait pas mal d'images. On relance les vidéos YouTube aussi. Surtout si vous voulez voir le mulet de Grégoire, allez vous abonner aussi à nos Insta privés, dans le Grégorito et Stroligno. Mais ouais, ça peut être sympa. L'histoire est incroyable du mulet, donc dans le prochain podcast, je la raconterai. Ça va être fou. Je pense que t'as pas dû suivre, toi, Grégoire, les autres résultats de la semaine. Mais t'inquiète pas, et je te fais le résumé rapidement. C'est bon, sur le Tour de Grande-Bretagne, qui se passait du coup en Grande-Bretagne, logiquement. On a vu une énorme domination de la Jumbo-Visma, comme un peu partout en ce moment. C'est vrai qu'on peut se poser des questions, on en reviendra dans la grosse partie. Wout van Aert qui gagne le général. Quadruplé de Olaf Koy aussi pour la Jumbo-Visma.
Donc 5 victoires sur la Jumbo sur 8 étapes. Voilà. C'est pas Carlos Rodriguez qui a gagné hier? La dernière étape, Carlos Rodriguez, peut-être, mais. Et au général, ça donne quoi du coup? Bah, c'est ce que je t'ai dit. Wout van Aert gagne le général, Ouais, ok. quadruplé de Lavkoy et une victoire d'étape en plus pour Wout van Aert. Donc 5 étapes pour la Jumbo sur 8 étapes. Enfin, juste énorme. Voilà, nous enfin, on sait même pas quoi dire, ils étaient largement au-dessus. Il y avait aussi pas une énorme start list. On peut parler de Coy là, il se positionne Oui, vraiment comme, le futur grand sprinter. Et j'ai hâte de voir des courses avec Coy et Deli. On aura le temps d'en reparler. Coy Deli, Philipsen sur un Tour Oui, de c'est France, ça. on Ouais, va avoir c'est- des vrais duels, pas comme cette année. Hein. Non, c'est sûr. Et aussi, il y avait une autre course dans le nord, vers chez nous, parce que pour tout vous dire, moi, Stroligno, je fais mes études dans le nord, même si on est lyonnais de base. Et du coup, là, je suis retourné dans le nord et il y avait une course pas très loin de chez moi. C'était le GP de Fourmi et c'est Tim Merlier qui s'est imposé devant Tyson et Moschetti. Donc voilà un peu pour les résultats en 2 spi. Bien sûr, on reviendra sur les résultats féminins dans l'actu full gaz avec un E. Et je te propose qu'on passe directement au focus. Focus sur la Volta, Grégoryto. Allez, let's go. Moi, j'étais un peu jet lag, donc j'ai 6 heures de décalage. La Vuelta de cette semaine avec énormément de rebondissements, des surprises, des belles courses, des gaziers, des sprints. Je pense qu'on a tout eu et je vais te raconter un peu et tu me diras ce que tu en penses. Mais on s'est vraiment régalé cette semaine. Et ça a commencé mardi, parce que lundi c'était la journée de repos. Mardi avec la victoire de Pippo Ganna. Pippo Ganna qui s'est imposé sur le chrono, son exercice favori devant Remco et Roglic. Énorme prestation de Filippo Ganna qui a écrasé la concurrence. Il a doublé plusieurs concurrents pendant l'étape. Ouais, pour la petite anecdote d'ailleurs, quand Ghana il gagne, du coup le chrono, moi j'étais dans le quart entre Québec et Montréal et j'étais dans le quart avec l'Ineos. Bah du coup eux ils suivaient la course et ils ont un peu fêté quand Ghana a gagné. C'est vrai que c'était une énorme performance. Il est revenu, tu vois. C'est la différence, elle se fait là. Tu vois, Remco il a gagné le championnat du monde, mais c'est pas pareil, c'était une journée. Là, sur une course comme la Volta, Remco il est obligé de se donner à fond tous les jours, pas Ghana. Ouais, carrément. Mais aussi, il faut dire que Filippo Ganna était largement au-dessus. Je crois qu'il met plus d'une minute à Remco. Et c'est un parcours qui lui correspondait, plat. C'est un parcours pour les purs rouleurs, hein, clairement. Remco Et est un pur rouleur. Remco est un pur rouleur, mais Ganna est meilleur rouleur. Enfin, voilà, Plus puissant. Il est plus puissant. Remco n'est pas recordman de l'heure sur la piste. Voilà, sur l'étape. Parce qu'il a jamais tenté le record là sur la piste. Je pense pas qu'il le prendra. Moi, je crois que Filippo Ganna, sur les efforts comme ça, plat, linéaire, il a la puissance, le poids. Mais t'avais vu sa poursuite qu'il avait fait au championnat du monde là à Glasgow? Non, mais il est juste impressionnant. Genre il a repris, enfin je m'en souviens, il était perdant jusqu'à genre 300 mètres enfin genre 500 mètres et genre il a fait, enfin non jusqu'à 1 kilomètre, il fait un gros retour dans le dernier kilomètre mais il fait un truc de fou furieux quoi. Et il gagne finalement les championnats du monde de la poursuite individuelle sur la piste. Ensuite, le mercredi, on avait l'étape 11 du coup, et super étape avec une belle victoire de l'échappée, et magnifique victoire de Jesus Serrada à la fin qui gagne au sprint devant Romain Grégoire, et Romain Grégoire qui dit que, ouais, vraiment, sur ce genre d'effort en échappée, Jesus Serrada, c'est vraiment il sait ce qu'il fait, il est venu s'imposer devant du coup Romain Grégoire qui fait 2, encore pour la groupe AMFDG qui tourne autour d'une victoire d'étape avec ses petits jeunes, et devant Andreas Kron. Derrière le classement général, je sais pas si tu as suivi l'étape, acte un peu à l'époque chelou de la Soudal qui fait un peu barrage sur la route et Remco qui attaque à 500 mètres sur le sprint juste pour essayer de prendre quelques secondes. Ah oui, j'ai vu ça, t'en as ouais. parlé dans la vidéo. Ouais, je n'ai parlé J'ai sur pas Eurosport. trop compris l'intérêt. C'est pour, à mon avis, c'est juste pour montrer. C'était juste à l'époque, parce que bien sûr, tout le monde sait ce qui est arrivé après. Mais à l'époque, c'était pour montrer juste qu'il était surdominant. Il avait pas envie de faire la course, mais il avait quand même envie de taper un coup dans le mental derrière la tête de ses coéquipiers, enfin de ses adversaires. Voilà. Mais très belle victoire en échappée. Victoire encore pour la Cofidis qui réalise une super saison cette année. Franchement, félicitations à cette équipe nordiste, pas très loin d'ici. Villeneuve d'Ascq. Villeneuve d'Ascq, voilà, côté de Lille. Sur l'étape 12, c'était une étape pour les sprinters. Y es un colombiano qui gagne la etapa. Es Juan Sebastián Molano, el sprinter de la Serra qui gagne. Oui, alors Sébastien Molano, le sprinter de la Serra, une petite commune au-dessus de Medellín qui s'est imposé. Non, magnifique victoire de Molano. Je suis bien content parce que Groves gagnait tout. Et là, on a Molano qui, je le rappelle, sur le premier sprint est battu d'un rien. Sur le deuxième, il tombe. Et là, sur le troisième, il arrive à gagner Groves. Et je suis content, ça redistribue les cartes. 2 victoires en 2 Volta. Il a gagné à Madrid, je crois, l'année dernière. Magnifique, colombien. Enfin, je suis trop content. Moi, vous savez mon attachement pour la Colombie, donc content. Ensuite, sur l'étape 13, comment dire, l'étape du Tourmalet, l'étape reine de cette Vuelta. Et on attendait la Jumbo, on attendait Remco Evenepoel, on attendait aussi la UAE Juan Ayuso. de Ayuso, mais aussi Almeida. Et c'est la Jumbo qui a complètement écrasé cette étape, mais écrasé, avec victoire de Vingegaard, deuxième Sepp Kuss et troisième Roglic. Ils arrivent au compte-gouttes. Et en même temps,
ils prennent les 3 premières places du classement général avec Sepp Kuss premier, Primoz Roglic deuxième et Jonas Vingegaard troisième. C'est juste hallucinant, c'est juste historique. Je sais pas si on a déjà vu ça dans l'histoire du vélo. Ça me fait penser à, enfin, je sais pas. En haut du Tourmalet, si on arrivait comme ça, c'est juste la surdomination de cette équipe est incroyable. Je sais pas ce que t'en penses, Grégoire, et après on parlera des autres. Ça a traversé l'Atlantique et ça a fait jaser. On était à ce moment-là, on venait d'arriver à Montréal. Et c'était quoi le sentiment? Parce que t'étais avec les pros. Parle-moi de ce sentiment qui avait un peu sur la ligne. Trop fort. Pour un fait trop fort. Du dégoût. Enfin, du coup, à ce moment-là, j'étais avec pas mal de coureurs et du coup, on en a parlé. Et c'est du dégoût en mode qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont trop forts. Ouais, oui, c'est ça. Et c'est pour parler avec les pros. Pour parler avec les pros, parfois ils disent ouais, moi, toi, tu vois, quand tu prends une course en première catégorie, tu te fais exploser la tête. Bah, moi, quand je me mets en retour sur la ligne et qu'il y a la Jumbo et la Movistar et les grosses équipes et aussi Remco. Je mettrais pas la Movistar en ce moment, mais. Non, mais ouais, même Mas, il fait une bonne Vuelta, quoi. Et bah, on se fait latter. Et ces gars-là, ils sont pas là pour rigoler, ils sont pas là pour épayer les couilles. Et quand ils se mettent sur une course, ils sont là pour exploser la course. En tout cas, c'était impressionnant. Si j'ai bien compris, en fait, t'as Vingegaard qui attaque de loin. Ouais, et après, derrière, t'as Juan Ayuso qui essaye de revenir. Et Uijtdebroek, ça fait une montée de dingue, non? Uijtdebroek est très bien classé au classement général. Et c'est le meilleur belge et le deuxième meilleur jeune derrière Juan Ayuso. Meilleur belge devant Remco. Parce que voilà, Remco, ce jour-là, il a tout perdu. Il perd plus de 27 minutes à l'arrivée. Alors il faut tempérer. Il perd la Volta. Il faut tempérer. S'il avait roulé à fond, même dans un mauvais jour, il aurait pas perdu 27 minutes. Je pense qu'une fois qu'il était à 7 minutes, il s'est dit vas-y, je me relève, je vais gagner demain. Et je vais gagner demain et je vais me relever comportement de champion. Mais voilà, j'ai aussi temporisé Remco. On se rappelle qu'il a eu le Covid pendant le Giro. Toute sa saison a été chamboulée. Il était en pic de forme pour les championnats du monde parce qu'il voulait faire champion du monde de chrono. Il gagne le championnat du monde de chrono. Et derrière la Vuelta, il n'est pas arrivé préparé à 200%, peut-être comme un Sepp Kuss, peut-être comme un Roglic. Et du coup, j'enlève Vingegaard parce que Vingegaard il est sur du Tour de France, c'est pareil. Et du coup voilà, depuis le départ, il le dit, je sais pas, je verrai comment les gens me répondent. Il a connu une journée 100 sur le Tourmalet. Le jour où il fallait pas. Ouais, mais attends, moi je veux juste te reprendre par rapport à quelque chose. Tu dis qu'il n'est pas arrivé à 100%, ouais, il était peut-être pas à 150%, tu vois, mais à mon avis, tu vois, il est vainqueur en titre de la Volta, il vient pas sur la Volta s'il n'est pas sûr d'être en condition de pouvoir la gagner. Et on l'a. Donc je suis à la fois d'accord, c'était pas son main objectif de la saison, c'était un objectif un peu rattaché pour se remotiver pour la fin de saison, mais. Si le tenant du titre de la Vuelta, Remco, qui est champion du monde sur la route l'année dernière, champion du monde du chrono cette année, vient sur la Volta alors qu'il est tenant du titre, et ben c'est pour gagner. Moi je suis désolé. Il était peut-être pas autant préparé, mais c'était pour gagner. Parce que tu vois, après tu dis ça, mais que ce Roglic Vingegaard, il sort du Tour de France. Roglic il a déjà fait le Giro et Sepp Kuss il a déjà fait. Oui, mais Roglic il a fait le Giro, mais tu sais que c'est possible de doubler le Giro Volta, c'est possible. Il y a beaucoup de coureurs qui le font et qui seront performants sur les deux. Là. Et Sepp Kuss, c'est un coureur qui court jamais. En fait, il fait seulement les 3 grands tours de la saison, quasiment. Il fait quasiment pas de course à côté. Seulement. Du coup, non mais c'est des cracks, on parle de la Jumbo. Déjà, on aura un débat après vous lancer parce qu'il y a eu des annonces qui ont été faites. Et moi, je pense que je suis pas d'accord, mais bon, on en reparlera. Donc voilà, Evenepoel qui perd tout, en tout cas le classement général, et qui le lendemain part en échappée. Il roule toute la journée, il demande un relais à personne. À un moment, à la fin, il se détache de l'échappée. Avec Romain Bardet et super bibage de Evenepoel et Bardet qui partent ensemble, qui cèdent. Evenepoel Romain Bardet qui sait qu'il est moins bon que Remco et qui passe quand même ses relais, qui se bat et qui lâche à la fin. Et l'arrivée en solitaire de Remco en pleurs en plus avec les tremblements de terre qu'il y a au Maroc, je sais pas si t'as suivi, sa copine est marocaine. De plus de 2000 morts au Maroc à cause du tremblement de terre. Remco en pleurs. Ça faisait beaucoup, tu vois. Comportement de champion, réaction de champion, du panache. Je sais même pas dire. Bravo Remco, tu m'as impressionné et ça me donne envie encore plus de t'aimer. Et c'est un vrai champion, tu vois. Ça me fait penser à la victoire qu'il avait eue sur le Tour de Suisse le lendemain du tragique accident de Gino Madère. Tu vois, quand il gagne, tu vois, c'est un mec. Il a la force mentale, il a le caractère de champion, il a le charisme pour aller s'imposer dans des jours comme ça. Et là, c'est le lendemain d'une la plus grosse défaillance de sa carrière, quoi. Et il se relève. Là encore, j'en parlais avec les gars du peloton, avec les staffs et tout ça, du coup, à Montréal. C'est un énorme, c'est un énorme champion. C'est tout. Il a 23 ans, le mec, il a notre âge. Il a un caractère d'énorme champion. Non mais bravo Remco, félicitations. Et en plus, ce que tu n'as pas suivi, c'est que sur l'étape de dimanche, l'étape 15, il était encore à l'avant. Il était encore à l'avant avec notamment Rui Costa, Lennart Kamna et Buitrago, pardon, excusez-moi, le Colombien.
Et il est encore à l'avant, il roule encore beaucoup. Bon, sur la fin, il manquait de force, il pète parce qu'il s'est mis carpette le samedi. Ah, il a mal couru, non, si j'ai vu le résumé. Non, à mon bah, avis, là, il a pas- pris une masse de relais. Mais Quoi. normal, t'as Remco dans l'échappée. Moi, je roule pas. Il y a Remco. Remco, il gagne tout. Regarde, l'étape qu'il gagne samedi, je te le dis. Hein. Toute la journée, il a roulé. Hein. Ah ouais. Oui. Ouais, il est tellement fort. Il est trop fort. Et voilà. Et donc à Mais la c'est fin, Romain Bardet qui a dit ça. Le mec, il est tellement aéro que dans sa roue, t'es presque obligé de pousser les mêmes boîtes que lui. Quoi. Tu Ouais, protèges c'est ça. presque pas du vent, tellement il est penché et regroupé sur son vélo. petit en plus, compact. Ouais. C'est un coureur de poche. Mais voilà, et du coup, sur l'étape 15, c'est Rui Costa qui s'impose en filou. On a vu des images marrantes parce qu'à un moment, Kamna a lâché. Et Rui Costa et Buitrago qui sont tous les deux devant. Les deux ratons du peloton, on peut le dire. Et Buitrago qui refuse de passer des relais à Rui Costa. Alors que Rui Costa, c'est le roi des mecs qui passent pas les relais. C'est marrant. Et en briscard, à la fin, Rui Costa s'impose devant Kamna au sprint. À 3 en échappé. Superbe étape, super vainqueur. C'est la première fois que la Wanty gagne sur un grand tour cette année. Il était temps, c'est mérité. Et félicitations à eux. Donc voilà, je te fais le point rapidement au niveau des maillots distinctifs. Meilleur grimpeur, du coup, c'est Remco qui l'a pris. Le maillot blanc à pois bleu. Et je pense que ça va être un de ses objectifs majeurs le remporter. Il devance Storer qui a 39 points, lui il en a 71. Le meilleur sprinter, c'est toujours Caden Groves, maillot à points. C'est donc maillot vert, 208 points. Deuxième, attention, Remco Evenepoel qui est deuxième à 135 points. Mais attention parce que on en parle déjà. Est-ce que Remco, tu veux ce maillot? C'est le seul maillot que tu n'as pas porté sur la Volta. Et ça peut être un objectif, il n'en parle pas trop. Mais vous savez que quand on gagne une étape, on gagne des points pour le maillot vert. Donc potentiellement Remco pourrait passer devant Groves. Parce que là je pense que Remco il va encore gagner. Hein. Ça peut être un super objectif, tu vois, il a perdu le général, mais il se dit, bon, bah, tu vois, je vais aller chercher quelque chose que j'ai jamais eu là. Ouais, c'est ça, maillot vert, maillot à pois, ce serait ouf. Le meilleur jeune, du coup, c'est Juan Ayuso, parce que Remco a craqué. Juan Ayuso devant Sian Unterbrook, qui a 2 minutes 53 derrière lui, et Joao Almeida à 6 minutes. Donc voilà, les jeunes de la UAE se forment bien, ils sont derrière la Jumbo, mais ils sont là. Au classement général, c'est donne Sepp Kuss premier à 1 minute 37, Primoz Roglic à 1 minute 44, Jonas Vingegaard. C'est dingue ça, c'est très Et quatrième, du coup, Juan Ayuso à 2 minutes 37. Ensuite s'ensuit Henrik Mark Soler, Michael Landa, Alexandre Valsol, Sian Unterbrook et Joao Almeida qui complètent le top 10. Waouh, la prononciation. Joao Almeida. Ouais, et Uitebrooks. Uitebrooks. Je suis pas belge, excusez-moi. Pourtant, je me rapproche de la Belgique avec les études, mais je suis pas encore belge. Donc voilà un peu le classement général surdominé par la Jumbo. Et aussi, il faut le dire, la UAE qui est aussi très bien placée, très bien représentée. Voilà, on a parlé un peu de tout ça, de la surdomination de la Jumbo. J'aimerais bien qu'on en revienne, Grégoire, parce que hier, rapidement, parce qu'on est déjà un peu long, il y a Jérôme Pinault, l'ancien manager général de la BNB Hotel KTM, qui est venu s'expliquer sur un plateau TV alors qu'on l'avait pas vu. Il s'était pas Sur le exprimé depuis. podcast RMC Sport, ouais. C'est ça, on l'avait pas vu de sortie depuis le scandale, et qui vient dire devant les caméras, ouais c'est sûr que la Jumbo se dope, dopage mécanique, regardez Sepp Kuss dans le Tourmalet, c'est hallucinant, il passe, il se fait stopper par le public et il repart. Alors, je comprends qu'on ait des doutes, c'est normal d'avoir des doutes, c'est comme ce qu'a dit Christian Prudhomme, excusez-moi, sur le Tour de France. Au sujet de Jonas Vingegaard, Même lui le dit lui-même, je comprends qu'on peut avoir des doutes. Mais voilà, sans preuve, pour moi, on peut rien dire. Donc, on peut avoir du doute, on a le droit de douter. Je pense que c'est sain de se poser des questions, mais on peut pas accuser comme ça sans preuve. Alors, moi, et déjà pour recontextualiser, Jérôme Pinault, c'est le monsieur qui a annoncé qu'il allait avoir tous les plus gros sponsors du monde l'année dernière pour la BNB Hotel, et qui n'a eu aucun sponsor et qui du coup a mis des dizaines de personnes au chômage, mécanos, staff, masseurs, soignants et coureurs cyclistes. Voilà. On l'a pas entendu parler depuis 7 ans. Il arrive, il balance cette bombe là sur RMC Sport. Alors, qu'on ait des doutes sur du dopage ou des choses comme ça, ou qu'ils aient quelque chose en plus à la Jumbo-Visma, même eux ils le disent, c'est normal. Mais tant qu'on n'a pas de preuves, on va pas le faire. Parler de dopage mécanique, sérieux. Enfin, on est sur les paddocks tout le temps, nous, cette année. Enfin, je veux dire, les vélos, ils sont scannés, ils sont contrôlés, ils sont pesés. Enfin, je vois pas comment c'est possible aujourd'hui. Honnêtement, ils sont tous vérifiés, moi, je suis pas vérifiés. Je suis pas aussi blanc que toi, hein. Je suis un peu gris. J'ai des doutes comme tout le monde, mais tant qu'il n'y a pas de preuves, enfin, on peut pas accuser. Je pense qu'aussi la Jumbo, ils sont allés chercher des gars que personne ne les prenait, tu vois. Bon, Roglic, il a fait des équipes avant, mais Roglic, il vient du Solaski. Sepp Kuss, il venait d'une petite équipe américaine, ils sont allés le chercher. Vingegaard, il était poissonnier, ils sont allés le chercher. Donc, c'est aussi peut-être une très bonne équipe de formation qui s'entraîne très bien. Après, je comprends qu'on puisse avoir des doutes. Après, moi, là, le truc de Vingegaard, ils sont pas suivis. Moi, là, cet argument, pour moi, il fonctionne pas.
Moi, c'est l'un des trucs aussi qui fait que des fois je doute. C'est que Vingegaard, quand tu vois son palmarès en junior, Ouais, moi dans le fond du peloton, il justement, voilà. On va laisser le débat ouvert. Venez nous en dire plus sur les réseaux sociaux, sur LTDG, sur Instagram, TikTok. Venez nous en parler, ou même sur nos Instagram privés, Stroligno, Grégorito. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on en discute. Mais voilà, on va pas vous dire ouais, non, c'est pas dopé et tout. Mais on a un doute. Mais tant qu'il n'y a pas de preuves, on prend le spectacle et on se régale. Je pense juste que sur le papier, avant la Vuelta, tu vois Vingegaard, Roglic et Kuss. On était sûr que les trois ils allaient faire une Volta de taré. Après Remco il craque. Forcément Remco c'était le 4ème homme. Il craque. Et ils sont là aux premières places. Ils ont pas laissé les premières places aux autres. D'ailleurs, rappelle-toi dans le podcast de preview de la Volta. Ouais, on avait dit Moi je t'avais dit Sepp Kuss il va jouer le général. Tu m'as dit non, c'est pas sûr et tout. Et ouais, au final il joue le général. Mais bon, bref, dans tous les cas, moi pour en revenir juste à Jérôme Pinot, je trouve ça un peu culotté de revenir comme ça, balancer une bombe. Surtout que RMC Sport c'est un podcast, une émission qui s'adresse à des mecs qui écoutent le sport mais qui sont pas spécialisés vélo. Donc des gars qui vont voir un ancien directeur sportif, ancien propriétaire d'équipe, ancien coureur professionnel parler de vélo. Ils vont dire ce qu'il dit c'est vrai, ils vont le croire comme ça. En fait, il salit juste l'image de notre sport et je pense que c'est bête de le faire parce qu'on a une image qu'on souffre déjà des années 2000, du grand dopage. Et je trouve ça dommage qu'on en revienne à toujours la même chose. Prenons le spectacle. Ça sort là-dessus sur la Jumbo-Visma, tu vois, on a des soupçons, on n'a aucune preuve, ils balancent ça comme ça. Et dans le monde du foot, on parle que un tout petit peu pour l'instant de quand même que Paul Pogba s'est fait tester positif au testostérone, quoi. Donc voilà, je trouve ça un peu léger. Enfin, c'est relou. Fin du débat. C'est relou pour notre sport. Fin du débat, le débat est clos. Voilà, n'hésitez pas à venir nous parler pour vous dire ce que vous en pensez, de faire des retours sur le podcast, même si c'est cool d'avoir vos retours. Donc faites-nous vos retours là-dessus. Et on passe à l'actu full gaz avec un E, avec une superbe actualité. T'es prêt ? Ouais. C'est parti pour l'actu full gaz avec un E, le moment où on met les femmes en avant sur le podcast, que le cyclisme féminin, il est tout aussi beau à voir que le cyclisme masculin, voire plus avec le beau matériel. Je vous le rappelle, nous on adore, on est fans de matériel. Et donc cette semaine il y avait le CIMAC Tour Femmes, et c'est Lotte Kopecky qui s'est imposée devant Lorena Wiebes et Anna Andersen. C'était aussi Encore doublé pour la SD Works. Encore doublé pour la SD Works, mais là on n'en parle pas de la surdomination. Je vous avoue qu'on n'a pas regardé cette course avec les classiques et aussi la Vuelta. Et moi en plus ma rentrée scolaire, on n'a pas eu le temps de tout regarder. Et puis avec toi, moi j'étais dans l'avion quoi. Mais voilà, on a l'habitude de toute façon chez les femmes, la SD Works surdomine. Et donc Lotte Kopecky remporte le général et 2 étapes aussi, elle gagne 2 étapes. Et aussi c'était la dernière course d'une grande dame du cyclisme féminin, Annemiek van Vleuten, qui part à la retraite. Elle avait commencé sa carrière en 2009. Elle a tout gagné, elle a aidé à professionnaliser tout le sport féminin. Et voilà, nous on voulait juste lui tirer notre révérence et lui souhaiter bonne chance pour sa prochaine vie. Elle l'a dit, d'ailleurs une phrase qui m'a mis les larmes un peu. Elle m'a dit j'étais mariée au cyclisme mais maintenant je passe à autre chose. Donc on espère que sa prochaine vie sera tout aussi épanouissante et qu'elle réussira tout autant que dans le vélo. Si elle a la même détermination dans la vie qu'elle l'a mis dans le sport, je pense que je me fais pas trop de soucis pour elle. Voilà, merci Annemiek pour tout et à bientôt sur les paddocks, on espère te revoir rapidement. Il y avait aussi cette semaine pour les femmes le Tour cyclisme féminin international de l'Ardèche. Et Ardèche est notre région, vous le savez. Tu sais qu'en plus il passe par la Grande Serre. Hein. Oui, il passe par chez nous, Devant notre village. Devant notre village familial et tout. Et voilà, donc c'est Olivia doublé de la UAE, Team ADQ. Olivia Baril gagne devant Erika Magnali. Et 3ème Marta Cavalli pour la FDJ. C'est bien pour Cavalli. C'est cool pour Cavalli. Voilà, une belle édition, une belle course. J'ai bon espoir que Cavalli l'année prochaine la revoir à son top niveau, tu vois. Là cette année c'était l'année post-grosse chute sur le Tour de France. C'était un peu compliqué. Et là, elle a fait quand même 2-3 résultats avec le Tourmalet. Maintenant, elle refait podium sur une course comme ça, un peu montagneuse, vallonnée en Ardèche. L'année prochaine, j'espère qu'elle pourra faire quelque chose avec la paire, le truc Ludwig et Cavalli, ça peut être sympa. Ouais, hâte de voir la prochaine saison. Et voilà, je pense qu'on a fini sur cette petite rubrique avec notre hommage à Annemiek van Vleuten. On va suivre ces dernières semaines de la Vuelta à bloc et vous faire le compte rendu la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur toutes nos plateformes, LTDG Cycling sur Instagram, TikTok, YouTube, maintenant même Dailymotion, là où vous voulez. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao les amis. Ciao.